Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Woumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur la crise diplomatique entre le Bénin et le Niger. La frontière entre les deux pays reste fermée près d'un an après le coup d'État ayant renversé le président nigérien Mohamed Bazoum. Niamey soupçonne son voisin de tentative de déstabilisation. Une brouille dont les conséquences économiques se font sentir dans les deux pays. Contexte et temps fort de cette brouille entre les deux voisins ouest-africains, c'est dès le début de ce programme avec Alexandrine Holognon. À suivre également l'analyse de Bagassi Koura qui est avec nous dans ce studio. Il est journaliste et chef du service Bambara de la VOA. Nous irons ensuite dans la région de Badiangara au Mali pour voir comment la crise sécuritaire affecte le secteur de la santé, notamment des centres de santé abandonnés et des personnels sanitaires qui ont déserté. Le fait marquant de la semaine, c'est l'élection présidentielle en Mauritanie. Le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été réélu dès le premier tour pour un second mandat avec 56,12%, un résultat contesté par l'opposition. À suivre enfin le reportage de notre correspondant au Burkina Faso où un observatoire des addictions prend en charge des consommateurs de drogue. Depuis 2016, des dizaines de personnes ont été soignées et réinsérées dans la société. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Les tensions persistent donc entre le Bénin et le Niger, près d'un an après le coup d'État ayant renversé le président Mohamed Bazoum, malgré la levée des sanctions de la CEDEAO qui avait suspendu le Niger de ses instances à la suite du putsch à Niamey. La frontière entre le Bénin et le Niger reste fermée, la junte nigérienne soupçonnant Cotonou de velléité de déstabilisation. Une décision qui pèse sur les économies des deux pays, comme on va le voir avec Alexandrine Holognon. Le 17 juin dernier, la justice béninoise a condamné à 18 mois de prison avec sursis 3 ressortissants nigériens. Arrêtés une semaine auparavant au port béninois de Semekoji, les 3 accusés étaient poursuivis pour fausse attestation et usage de fausses attestations. Niamey, lui, a dénoncé un kidnapping de ses compatriotes qui étaient venus dans le cadre du chargement d'un navire de pétrole, alors que la frontière entre les deux pays reste fermée. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et qu'on sort. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Malgré la levée des sanctions ouest-africaines imposées pendant plusieurs mois après le coup d'État, le Niger refuse de rouvrir sa frontière avec le Bénin. Niamey accuse son voisin d'abriter des bases françaises qui entraîneraient des terroristes, ce que Paris comme Cotonou nie. Or, le président béninois Patrice Talon en fait une condition pour charger le pétrole. Le 6 juin, le régime militaire de Niamey a fermé les vannes du pipeline qui achemine le pétrole du nord-est nigérien au port béninois de Semekoji. Le ministre nigérien du pétrole s'est rendu dans les champs pétroliers d'Agadem, dans la région de Difa, pour s'enquérir de l'effectivité de cette mesure. Aussi longtemps que ça durera, aussi longtemps que le Bénin et la société OAPCO ne se seront pas entendus pour que le Niger puisse assister au chargement, puisse contrôler ce qu'on charge, nous n'accepterons plus d'ouvrir ces vannes. Donc il faut que vous soyez tous conscients de ça et que chacun de vous se sente investi de la responsabilité de surveiller. Si vous voyez le moindre problème, il faut reporter ça. Mais reporter à qui vous connaissez. D'accord? Et lui, il va se charger de nous rapporter ça et on prendra les mesures. De toute façon, c'est lui qui violera ces consignes devra être prêt à en assumer les plus lourdes conséquences.
Les effets de la brouille entre les deux pays se fait sentir. La fermeture de la frontière a entraîné une hausse des prix au Bénin. Avant, avec 500 francs CFA, on pouvait faire une sauce. Mais aujourd'hui, il vous faut 5000 francs CFA. Vous avez 5 tomates pour 500 francs CFA. Le tas de piment de 25 francs CFA est passé à 100 francs CFA. Donc tout est devenu cher. L'augmentation du coût des denrées alimentaires au Bénin a d'ailleurs incité les syndicats béninois à appeler à une série de manifestations. Un coup de pression sur les autorités de Cotonou. C'est vrai que pour nourrir nos frères et sœurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel règne parce que c'est quand même nos frères et sœurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel? Alors que les relations entre les deux voisins restent tendues, les anciens chefs d'État Thomas Yayi Boni et Nicéphore Soglo ont effectué la semaine dernière une mission de médiation à Niamey sans résultat concret pour l'instant. Et de cette médiation, on en parle avec Abdul Razak Idrissa que nous retrouvons à Niamey. Bonsoir Abdul Razak. Alors Abdul Razak, on l'a dit, on l'a vu dans le reportage, les anciens présidents Yayi Boni et Nicéphore Soglo du Bénin ont tenté une médiation la semaine dernière au Niger où vous vous trouvez. Est-ce qu'on en sait un peu plus, Abdul Razak, sur cette médiation? Qu'en pensent d'ailleurs les Nigériens? Oui, on en sait un peu plus, on va dire, puisque hier, la cellule de communication des deux anciens chefs d'État béninois qui étaient ici à Niamey il y a une dizaine de jours, a partagé un communiqué signé par les deux anciens chefs d'État, indiquant que hier, donc, de retour de leur mission, les deux anciens chefs d'État, Thomas Yayi Boni et Nicéphore Soglo, ont été reçus en audience par le président béninois, Patrice Talon, et ils ont donc, à la suite de cette audience, indiqué et salué d'ailleurs la volonté des deux parties à voir les choses évoluer pour le bonheur des deux populations. Donc ça, c'est une des dernières informations. Et puis, quelques heures après ce communiqué justement des deux anciens chefs d'État béninois, à partir de Cotonou, ici à Niamey, les autorités ont également publié un communiqué pour un peu faire le point de ce qu'a été le séjour de ces deux anciens chefs d'État béninois au Niger. Le communiqué a été d'ailleurs signé par les deux et ici du côté du Niger par le Premier ministre de transition Ali Mohamed Lamine Zen. Et ce que l'on peut retenir donc de ce communiqué, c'est que au cours des échanges que les deux anciens chefs d'État béninois ont eu avec le président du CNSP, le général Tchani, ils ont noté que le président, le général Abdraman Tiani, a montré sa disponibilité, a même donné donc son accord de principe pour que une commission tripartite soit mise en place entre les deux pays, une commission qui va être composée donc d'une délégation béninoise et d'une délégation nigérienne, mais aussi la troisième partie sera donc les deux anciens présidents qui ont effectué cette mission. Donc ils ont indiqué que cela est une avancée et que le président du CNSP, le général Abdraman Tiani, a montré sa disposition à ce que les relations puissent se rétablir entre les deux pays, pour que justement les relations économiques notamment puissent reprendre rapidement. Donc c'est un peu depuis hier soir, on va dire que on a su tout cela, puisque aussi bien à leur retour, disons à la fin de leur mission ici à Niamey, qu'à leur arrivée à Cotonou, on s'attendait à ce que les deux anciens chefs d'État puissent communiquer sur ce qu'a été leur mission de médiation, mais on a eu ces quelques bribes d'informations hier donc dans les deux communiqués qui ont été publiés. Merci beaucoup Abdul Razak Idrissa pour les dernières nouvelles en rapport avec cette médiation entreprise par les anciens présidents béninois Yayi Boni et Nicéphore Soglo. Alors, pour une analyse, je me tourne vers Bagassi Koura qui est avec moi dans ce studio. Bagassi Koura est journaliste, il est originaire du Burkina Faso, il connaît donc bien l'Afrique de l'Ouest. Il est le chef du service Bambara ici à la VOA. Bonsoir Bagassi. Oui, bonsoir. Alors, on l'a vu, Bagassi, la tension n'est pas retombée entre Cotonou et Niamey depuis près d'un an qu'il y a eu ce coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum. Qu'est-ce qui fait véritablement durer la brouille entre les deux pays? Est-ce que, selon vous, Niamey a raison de redouter une tentative de déstabilisation à partir du Bénin?
Oui, qu'est-ce qui fait durer cette tension? C'est une très bonne question et c'est une question qu'on continue de se poser parce que c'est vrai, Niamey a avancé un certain nombre d'arguments, notamment le fait qu'il y aurait une base française où on entraînerait des terroristes, ce qu'on n'a jamais vu en Afrique de l'Ouest, pas seulement au Bénin, mais nulle part en Afrique de l'Ouest, on a vu une base militaire d'un pays en train d'entraîner des terroristes. Ça fait un peu partie de tout ce qu'on a raconté comme fake news. Mais concernant le Bénin, ça c'est assez nouveau et jusqu'à présent, on attend toujours que les autorités nigériennes apportent les preuves de ce qu'elles disent, ce que jusqu'à présent personne n'a. Et donc, peut-être l'explication qui peut un peu tenir, c'est que le Niger n'a pas vraiment toléré que le Bénin, qui est son voisin, donc avec qui il est habitué à partager un certain nombre de choses, ait pu s'associer à la CEDEAO pour prendre ces sanctions qui ont été assez cruelles, assez dures contre le Bénin et contre le Niger. Mais le Bénin, est-ce que le Bénin, qui fait partie d'une organisation qui décide d'aller dans une certaine direction donnée, est-ce que le Bénin pouvait faire autrement? Parce que c'est pas le Bénin qui a décidé de sanctionner le Niger, mais c'était un peu la CEDEAO. Voilà, quand ça arrivait à d'autres pays, le Niger aussi était comptable des décisions de la CEDEAO. Maintenant, ces décisions peuvent être critiquées, mais on ne peut pas les attribuer à un seul pays. Oui, tout à fait. Alors, Bagassi, les effets de cette crise se font sentir d'un côté comme de l'autre. Il y a des conséquences économiques. On a d'ailleurs vu des syndicats se mobiliser. Il y a des hommes d'affaires qui font pression sur le président Patrice Talon parce que ça pèse sur leur activité. Est-ce que, selon vous, toute cette mobilisation, toute cette pression peut aider à résoudre la crise? Oui, ça peut aider, mais c'est beaucoup plus compliqué du côté du Bénin parce que j'ai cru comprendre que le Bénin avait à un moment donné accepté de laisser son port acheminer le pétrole et avait donné un certain délai et s'attendait à ce que du côté du Niger, ils essaient aussi de voir comment ils peuvent discuter et arrondir les angles et ça n'a pas eu lieu. Donc, les pressions au Bénin, c'est bien, mais il faut deux personnes pour danser le tango. Il faudra aussi qu'il y ait d'autres pressions au Niger pour que les deux gouvernements acceptent finalement de s'entendre. Se mettre ensemble, voilà, pour trouver une solution. Alors, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, les anciens présidents béninois, Yahi Boni et Nicéphore Soglo, ont tenté une médiation la semaine dernière. Quelles sont selon vous les chances de voir aboutir cette médiation? C'est le meilleur espoir qu'on a jusque-là, depuis que cette crise a commencé. Tous nos espoirs sont fondés sur les efforts. Ça a été une très belle initiative. Et il faut espérer qu'elle soit saisie par les deux côtés, côté nigérien, mais aussi côté béninois, parce que toute crise, il y a toujours une solution quelque part. Donc, ces deux pays ont beau avoir des différends, ils ne peuvent pas se déplacer, s'éloigner l'un de l'autre. Donc, le Bénin et le Niger, qu'on le veuille ou pas, vont finir par travailler ensemble, par collaborer. Autant le faire maintenant que plus tard. Donc, si on peut soulager la souffrance des populations maintenant que de traîner dans cette crise qui va se régler, qu'on le veuille ou pas, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, mais elle va se régler. Donc, justement, sur ce point précis, vous dites que la crise va se régler. Est-ce qu'il y a des gages que d'un côté comme de l'autre, on pourrait apporter pour définitivement entrer dans une solution durable? Le meilleur espoir, c'est que ces deux gouvernements accepte. Je sais que le Bénin et le Niger a beaucoup à reprocher au Bénin et peut-être vice-versa. Donc, ces questions-là ne peuvent se régler que par un dialogue franc avec d'un côté comme de l'autre, même s'il faut permettre aux autorités nigériennes de venir au Bénin pour aller sur les sites où ils disent que se trouve la base où on entraîne les terroristes. Si ça peut permettre de régler la crise, pourquoi pas? Je pense qu'il faut vraiment tout faire parce qu'au milieu, les plus grosses victimes, ce sont ces populations-là qui ne peuvent plus avoir accès aux céréales, qui ont un coût de vie beaucoup plus élevé. Et il ne faudrait pas que ça continue parce que l'Afrique de l'Ouest souffre déjà avec cette crise qui dure depuis une décennie, crise sécuritaire. Merci beaucoup Bagassi Koura, journaliste, chef du service Bambara ici à VOA. Et pour terminer sur le sujet, quelques réactions d'internautes sur la page Facebook de VOA Afrique. Marc Caboret qui dit « On va exporter ce pétrole vers l'Algérie, le pétrole ne finira pas au Niger ». Yakou Sanou dit « Patrice Talon s'est laissé berner par
par la CEDEAO et Emmanuel Macron. Maintenant, c'est la population qui s'ouvre. Julius Kambé dit que tant que le président Bazoum est séquestré, aucune ouverture n'est possible. C'est le préalable. Il y a le Tchad, le Burkina, le Mali et l'Algérie. Vous pouvez passer par là, laissez le Bénin tranquille. Et enfin, Henri Rabault qui dit, même si la frontière s'ouvre maintenant, le Niger doit amorcer la construction d'une deuxième route pour le pétrole vers le Togo en passant par le Burkina. Un grand merci à tous ceux-là qui ont réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. La suite de Focus Sahel dans un instant. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Rendons-nous maintenant au Mali, dans la région de Badiangara, où l'accès aux services de santé est une équation difficile pour plusieurs personnes à cause de l'absence de structures qui ont été fermées à cause de l'insécurité. Se soigner est donc un chemin de croix pour certaines populations, notamment pour les déplacés et les réfugiés, comme on va le voir dans cette correspondance de Tidiani Ouedraogo depuis Koro. Nous sommes dans la commune de Bondo, située à une vingtaine de kilomètres de Koro, dans le centre du Mali. Dans le seul centre de santé communautaire de la localité, des agents de santé se débrouillent avec les moyens de bord, sans ressources pour s'occuper de leur famille. Malgré la situation sécuritaire, nous avons pris le risque de rester pour soigner les patients. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. À titre d'exemple, cela fait 7 mois que j'ai eu mon dernier salaire. Les menaces et les attaques des groupes armés ont conduit à la fermeture de plusieurs centres de santé. Ici, l'impact du sabotage des installations téléphoniques est toujours visible. Beaucoup de femmes peinent à faire des consultations pré- et post-natales. Fatih est une nouvelle maman. Elle nous accueille dans sa maison avec ses jumelles. Hier soir, j'ai accouché de cette jumelle. Elle se porte bien et la matrone m'a demandé de rentrer à la maison. Pour faciliter l'accès aux centres de santé, des initiatives se multiplient. Des mototricycles sont transformés pour permettre les évacuations sanitaires, comme l'explique Benjamin, conducteur de l'une de ces ambulances. Je viens de Koro, j'ai amené une femme à Koro là. On l'a évacuée à Koro. Je suis de retour comme ça. Si c'est pas le matin là, dans la nuit, c'est un peu difficile pour la référence. Où je viens de Koro comme ça à 7 heures. La crise sécuritaire touche les couches vulnérables, particulièrement les femmes et les enfants. Dans cette famille de réfugiés, Balkissa soigne tant bien que mal son enfant malade et couché sur la natte. Elle raconte son calvaire. Je viens de Soro. J'ai perdu mon mari suite à l'attaque de mon village. Comme tu peux le voir, mon enfant est malade. Je n'ai pas de moyens pour l'amener à l'hôpital. Je fais le traitement traditionnel avec les plantes. La crise sécuritaire a eu un impact catastrophique sur le secteur de la santé. Si certaines personnes bénéficient d'appui d'organisations humanitaires pour leur prise en charge sanitaire, d'autres misent sur l'espoir d'un lendemain meilleur. Tidiani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro. Cap à présent sur la Mauritanie, où le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été réélu dès le premier tour de la présidentielle pour un second mandat avec 56,12% des voix selon les résultats finaux provisoires publiés lundi. Ces résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel, mais déjà l'opposant historique Biramda Abed, donné deuxième avec 22%, a refusé de reconnaître les chiffres rendus publics par la commission électorale. Le point avec notre correspondant Mohamed Diop. À 67 ans, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani
ancien chef d'état-major des armées et ministre de la Défense, a été réélu à la présidence de la Mauritanie pour un second mandat de 5 ans. Il a remporté l'élection présidentielle du 29 juin 2024 dès le premier tour avec 56% des voix, selon les résultats provisoires annoncés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Ces résultats sont contestés par son principal opposant, Biram Daabeid, qui se classe deuxième avec 22% des suffrages. Nous mettons en garde la France et l'Espagne et tous les partenaires étrangers. Nous les mettons en garde contre toute velléité de soutien à un coup d'État électoral que la CENI voudrait commencer à légitimer. Dans les rues, on aperçoit encore les traces des manifestations des partisans de l'opposant. Nous le rappelons à tous, il y aura tolérance zéro. Quel que soit le prix contre les fauteurs de troubles, les forces de sécurité ont reçu les instructions et les moyens nécessaires et sont fin prêtes partout dans l'ensemble du territoire pour contrer toute tentative de déstabilisation. Malgré les mises en garde du ministre de l'Intérieur, les partisans de l'opposant se sont donné rendez-vous à son siège pour dénoncer un hold-up électoral. Nous sommes là pour le président Biram Daabeid. Nous avons voté pour lui pour qu'il préside ce pays. Nous ne laisserons personne confisquer notre victoire. Les Mauritaniens, dans leur ensemble, ont voté pour notre leader Biram. Les résultats des urnes lui sont favorables. Nous sommes là pour défendre notre vote et le peuple mauritanien qui a choisi d'élire Biram président. Nous n'allons laisser personne transférer nos voix à d'autres. Nos voix sont uniquement pour Biram. En troisième position, dans les résultats, Hamadi Sidi El Mokhtar Mohamed Abdi, candidat du parti islamiste Tawassul, a obtenu 12%, marquant le retour des islamistes à la présidentielle après 15 ans d'absence. Les 4 autres candidats se partagent environ 9% des voix. El Aïd Mohamed Mbarek, 3%, Ottoman Antoine Souleyman Soumaré, 2%, Mamadou Bokarba, 2%, et Mohamed Lamine El Mourtadi El Wavi, 1%. Sur 1,9 million de Mauritaniens inscrits, 53% étaient des femmes et le taux de participation a été 55%. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott. Vous écoutez et vous regardez Focus Sahel, l'émission qui analyse les événements qui se déroulent au Sahel. C'est une émission de VOA Afrique que vous pouvez retrouver sur notre site web voaafrique.com et sur nos différentes plateformes digitales. Rendons-nous maintenant au Burkina Faso pour la note positive de cette édition. À Ouagadougou, l'Observatoire panafricain des addictions pour la prévention et le sevrage toxicomanique, Opastox, j'y parviens, prend en charge des consommateurs de drogue pour les aider à se sortir de leur dépendance. Depuis 2016, le centre a réussi à soigner et réinsérer au sein de la société des dizaines de personnes, dont une ancienne vedette de la musique burkinabé. On voit tout cela dans ce reportage de notre correspondant Gildas Da. À 24 ans, Bruno, nom d'emprunt, consomme la drogue depuis 2018. Devenant accro au cannabis et à d'autres substances, ses parents l'ont emmené dans ce centre spécialisé, l'Observatoire panafricain des addictions pour la prévention et le sévrage toxicomaniaque, Opastox. C'est pas quelque chose qui a été facile pour moi au début, mais actuellement, bon, je gère, je mets pression sur moi en fonction de la volonté d'arrêter aussi. Actuellement, il y a une évolution positive. Bruno nous confie qu'il avait des envies de suicide depuis tout petit. De fil en aiguille, ce mal va le pousser vers la drogue. À maintes reprises, il a écrasé des mégots de cigarettes sur son bras. Les traces sont toujours visibles. Contrairement à Bruno qui n'est là que depuis juin, Momo, autre nom d'emprunt, est lui, un ancien. 5 ans qu'il est là. Bon, je faisais un peu, je veux dire, la nuance entre plusieurs drogues. Sinon, je consommais quand même la cannabis et tout et tout. Les symptômes étaient que, bon, j'étais chaque fois prêt à tout faire pour consommer. Et je n'avais même pas
bon, l'idée que j'avais les études à main, bon, j'avais d'autres responsabilités. L'état de Momo s'améliore. Il espère sortir et retrouver un emploi. Comme lui, ils sont 22 pensionnaires du centre de désintoxication créé par Dominique Compaoré. Si un parent a son enfant ou bien qui souffre de la drogue, alors il nous appelle et sur la base de ça, on va dresser le profil de consommateur de son enfant. On arrive à préciser davantage ses habitudes de consommation, son état d'esprit, sa volonté d'accepter le changement. Une fois le profil dressé, la personne sujette à l'addiction aux drogues est accueillie au centre pour le processus de sévrage. Et en troisième phase, toujours à l'internat, c'est la formation en développement personnel, développement relationnel, développement professionnel. On les met dans un programme où on les amène aussi à vivre ce qu'on appelle l'école de la vie. Grâce à ce personnel, des dizaines de personnes ont abandonné la drogue. Certaines continuent les études supérieures, d'autres ont trouvé du travail avec l'aide du centre. De ces belles histoires, il y a l'emblématique cas de Wediak, artiste-chanteur. D'avoir un début de carrière florissant, ça veut dire ce succès. Je suis rentré dans le cannabis comme une recherche de stimulation. Et puis voilà, c'est comme je dis, pour se donner une forme d'assurance, parce que c'est vrai que les scènes, le public, c'est pas évident quand t'as pas vraiment. Il faut être trempé. Au départ, tout semble cool, tu te dis oui, ça va, mais à la longue, bon voilà, c'est un piège. Voilà. Un piège qui va se refermer sur l'artiste, brisant sa carrière. Devenu une loque humaine traînant dans les rues, il sera interné et soigné à Opastox grâce à un autre chanteur. Après 6 mois de soins, Wediak s'est enfin retrouvé. Pour le moment, il est dans ce centre de réinsertion, porte de sortie du centre spécialisé en désintoxication. Un centre en besoin de moyens financiers. En fait, il fonctionne jusque-là sur fonds propres du fondateur et sur l'aide des familles des malades. Je ne veux plus vivre comme ça. Non, 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 non. Bon Dieu, guide nos pas. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Votre santé, votre avenir, c'est une émission radio diffusée sur VOA Afrique. Il existe également une version télé appelée Carnet de santé que vous pouvez retrouver sur notre site web voaafrique.com et sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, aujourd'hui appelé X et Instagram. Voilà, c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci au public très nombreux qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci également à nos invités dont Bagassi Koura qui ont partagé avec nous leur expertise et leur point de vue. Enfin, je tiens tout particulièrement à saluer nos différents correspondants qui nous ont apporté les nouvelles fraîches de la région. Mohamedou Oumfa à ce micro, Georges Léonard Sagno, l'homme aux doigtés magiques, il était du côté de la baie vitrée pour la production de cette émission, et Trésor Matondo qui est avec moi ici en studio, qui a permis donc la diffusion vidéo de ce programme. Nous vous remercions d'avoir écouté et regardé Focus Sahel. N'oubliez pas de partager votre point de vue, vos différents points de vue sur nos plateformes digitales, dont Facebook. Merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir.